Coucou Kadiatou. Bonjour. Je suis trop contente que tu sois là, t'es vraiment ma star sûre. Calme-toi, mais tu es aussi ma star. Merci de Non l'accueil. mais vraiment, t'incarnes tellement d'authenticité, de fraîcheur, de vérité. T'es nécessaire vraiment, donc c'est un honneur que tu sois là dans cette événement. Ah, je me calme pas, c'est mon plateau. Alors Kadia, t'es avocate en contentieux des affaires. Donc traduction, tu gères des embrouilles toute la journée. Voilà, Kadiatou de la Hesse. Quand il y a de la Hesse, on m'appelle. Voilà. Je pleure. Ma chérie, aujourd'hui, on est là pour parler de sujets que tu connais très très bien. Rêve, audace, résilience, créer sa chance. Alors, pour commencer, la petite Kadiatou, est-ce que c'était son rêve d'être avocate? Pas du tout. Son rêve, c'était... D'accord, bonne soirée. Voilà. Allez, bon après-midi. Non, moi, mon rêve, c'était d'être une star, mais je ne sais pas où. Je meurs. Vraiment, la star, c'était Miss France, Barbie, joueur de NBA aussi. Et puis, après, ma mère m'a tout de suite dit qu'il fallait que je sois ou avocate ou médecin. Et donc, j'ai plus de rêve. Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenue adulte très, très jeune. Et j'ai appris à survivre longtemps avant de vivre, je dirais. T'as une pression de ouf, en fait. De fou malade. Et je pense que je me l'ai soumise parce que je voulais que ma mère soit fière de moi, que mes petites sœurs soient fières de moi aussi, que pour changer les codes, en fait. Et c'était un peu ça, le côté star que j'avais au fur et à mesure. Donc tu pensais pas vraiment à toi. Est-ce que tu arrives à identifier un moment où tu t'es dit il faut que je pense à mon propre chemin et que j'essaye pas de faire plaisir aux gens que j'aime parce que c'est ma vie en fait? Tard, alors pas tard dans ma vie, mais à 29 ans quand j'ai fait mon burn-out, ouais. Quand j'étais un légume et alors que j'étais avocate, que j'habitais à Paris, que pour moi j'avais réussi, pour que ma mère j'avais réussi. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je pense à moi, ouais. Une psychanalyse est passée par là quand même, hein, donc... Et du coup, ça s'est traduit comment? C'était quoi les actions que tu as fait quand tu t'es dit allez, maintenant c'est ma vie, il s'est passé quoi? Je suis partie du cabinet où on me faisait la misère, clairement. Après qu'on m'ait gentiment dit qu'il fallait que je fasse un métier comme femme et ménage ou ouvrier comme mes parents, que j'étais pas faite pour être avocate alors que j'étais diplômée. Et finalement, je me suis dit que c'était moi le plus important et que ma santé, ça n'allait plus. Et l'action concrète, c'est d'être allée voir un psychologue et un psychiatre. Et donc... c'en est venu une grande introspection. Je suis allée voir un psychologue spécialisé dans l'enfance. Et en fait, j'ai fait un tableau, une phrase, un an. Et en fait, on a fait 30 séances parce que j'arrivais sur mes 30 ans. Mais chaque séance représentait une année. C'est hyper important de normaliser la santé mentale. Donc déjà, merci d'inciter aussi les jeunes et les gens qui nous écoutent à aller consulter quand ils sentent que vraiment il y a une problématique qu'ils n'arrivent pas à résoudre tout seul et on ne peut pas tout faire soi-même. T'en as un peu parlé de ton burn-out et du coup de la résilience que ça a entraîné derrière. Mais est-ce que tu peux revenir, parce que nous on se connaît, je t'ai interviewé pour mon média, Check le média, et puis on est amis, on peut le dire aussi. Je sais que tu as eu un épisode avec ton associé qui a été très compliqué et... voilà, l'événement quartier général, c'est aussi l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et qui dit entrepreneuriat dit souvent associé. Ton associé, justement, s'est comporté de façon très vexatoire envers toi, ce qui fait que ça a mis vraiment en péril, toi, ta santé mentale. Tu as dû faire preuve, justement, de beaucoup de résilience. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet épisode-là, justement? Ouais, donc on est en 2017. J'ai l'examen d'entrée à l'école d'avocat, donc je sais que je vais finir avocate très rapidement derrière. Déjà, ça se passe à la fin de l'année de l'école d'avocat où tu peux prendre des vacances avant de passer les examens. Moi, j'avais pas le droit. Mon associé me disait non, si tu veux vraiment travailler dans ce cabinet, il faudra souffrir. Et de toute façon, je sais que tu as besoin d'argent. Et vu que tu as fait un prêt, vaut mieux que tu restes. Donc, j'ai pas pris de vacances entre la fin de l'école d'avocat, la fin de mon stage final et les examens. Puis, on arrive en septembre où je passe les examens 100 jours de révision. En octobre, le 7 octobre, je m'en souviens parce que c'est... Alors, aujourd'hui... une date symbolique, mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère, où il me dit très bien, tu pars ce soir, si tu veux, mais ce sera sans solde. Donc pendant 3 semaines, je pars à San Francisco, sur la côte ouest. Je prends le billet d'avion le moins cher, avec le plus gros décalage horaire, et je fais semblant d'oublier mon téléphone portable pour qu'il me laisse tranquille. Un voyage ultra intéressant parce que c'est la première fois que je voyage seule dans un pays que je connais pas trop, et donc je fais vraiment toute la côte ouest en voiture, et je dors chez l'habitant et en maison de retraite. Donc voir des personnes des années 40 qui ont grandi aux États-Unis, qui sont noires, etc. Je me suis dit enfin, je rencontre des modèles, chose que je n'avais pas vue en France. Je reviens de ce voyage, cet associé me met complètement au placard et il me fait travailler qu'à 19h pour le lendemain, donc je finis à 2h du matin. Et il me dit, tu as intérêt à être là à 9h pour la réunion d'équipe. J'arrive, il n'y a pas de réunion.
Ça dure sur fin octobre, fin octobre jusqu'à fin décembre. Le 24 décembre, il me dit non, tu pars pas pour Noël, il y a trop de boulot. Donc je reste 24 décembre, 25 décembre, 26 décembre. Et là, je me rends compte que je commence à me lever avec des coups de jus, en fait, au niveau de la nuque. Les œdèmes musculaires, je n'arrive plus à me détendre, en fait. Et donc là, j'ai un premier arrêt de travail qui est pendant 3 semaines. Et je prête serment d'avocat en arrêt de travail. Et en fait, je me dis, enfin, pour mes parents, je suis très fière. Ils sont très fiers de moi. Mon père revient dans la photo parce que là, ça y est, il a une fille avocate, donc il peut revenir. Et il a fini de chercher son lait, comme disent les jeunes. Et après, je me dis, est-ce que je vais prêter serment ou pas? Parce que je suis bousillée. Et je retourne au cabinet en février parce que je prête serment en janvier. Et là, mon boss, il me fait une misère sans nom. Je travaille vraiment de 9h à 2h du matin. Il dit que je ne suis pas prête pour devenir avocate, qu'il faut que je sois avocate pour les nuls, que sa nièce avait eu de la chance parce qu'elle est malienne aussi et qu'elle a été adoptée. Et la phrase de trop, ça a été 95% des enfants font le même métier que leurs parents, donc c'est mieux que tu sois ou ouvrier ou femme de ménage. Et je ferai aucun cadeau si tu vas aller dans un autre cabinet, je vais te pourrir sur la place parisienne. Et c'est là où j'ai choisi... C'est un acharnement, quoi. Ah ouais, un acharnement. Et c'est là où j'ai choisi mon arrêt de travail, en fait. Et je faisais que des petits arrêts de travail. Et c'est là où j'ai commencé à me protéger, en fait. C'est hyper violent ce que tu racontes et merci parce qu'en fait ton discours il est ultra universel. Tout le monde n'est pas avocat évidemment, mais c'est tellement universel. Des boss qui sont vraiment sur les côtes des employés, des associés aussi bien sûr, à tel point que ça te dégoûte de ton métier qui pourtant est devenu quelque chose que chevillé au corps, où tu trouves beaucoup de sens à la base, là, ça perd tout son sens. Comment tu fais, du coup, pour trouver les ressources, la résilience, pour te dire, ce mec, cette expérience n'est pas représentative de mon avenir professionnel et je vais quand même avancer et je vais arriver à rester positive. C'est très dur. Beaucoup de choses, en fait, tu te rends compte, quand j'ai eu mon burn-out, j'avais 28 ans et j'ai passé une grosse partie de ma vie à vivre en fonction des autres. Donc je me suis dit, il y a 2 options. Soit, en fait, je m'énerve tout de suite et je lui fais une misère sans nom, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout la force. Soit, je prends un peu de force pour, comme on fait dans les quartiers, c'est-à-dire se venger plus tard. Et donc, j'ai pris cette deuxième option. Mais ça passe par apprendre à se connaître, à apprendre à avoir un échec, finalement. Et c'est pas grave d'avoir un échec. Le point commun dans nos quartiers aussi, c'est qu'on a eu beaucoup d'échecs. Et le constat aussi qu'on ne fait pas assez dans les quartiers, c'est qu'on se relève de ces échecs. Ouais. Et ça, on n'en parle pas du tout. Moi, je me suis dit, mais en fait, j'étais en burn-out, mais j'étais devenue enfin avocate. J'étais enfin là où je voulais être. J'avais au moins un salaire qui était très élevé par rapport à mes parents. Et je me suis dit, mais en fait, tout va bien. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas... Les gens avaient besoin de moi et il fallait me mériter pour que je leur parle. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui offre mon temps. Je ne suis pas à la merci des personnes. Je ne suis pas à leur service. Et c'est moi que je dois privilégier. Tu as rehaussé ton estime de toi-même, vraiment. en fait. Mais ça, déjà, ça demande des ressources mentales qui sont énormes. Est-ce que peut-être, j'allais dire, super, merci pour les transitions. Peut-être l'entourage. Tu parles d'aide, peut-être tu parles d'aide psychologique. Ouais, alors ça, hyper important. Mais est-ce que peut-être aussi tu as trouvé ton entourage pour toi? Bah ouais, beaucoup. Et en fait, j'en ai pas encore parlé, mais moi, le basket, ça a toujours été un socle. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je me suis arrêtée pendant mes études parce que trop difficile. Je me suis dit, je ne peux pas faire du sport et réussir. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas arrêter le sport. Il faut certes en réduire, mais jamais s'arrêter, surtout quand on a toujours été sportif. Et en fait, la vie est finalement bien faite. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir en me disant, c'était l'ancien président de mon club de basket, qui aujourd'hui est décédé, mais qui m'a dit, tu ne peux pas rester chez toi à ne rien faire avec tout ce que tu faisais au quotidien. Viens juste avec moi trier des mails, ranger les plots, etc. Et tu verras que tu en tireras utile. Et en fait, c'est parti de là. Et puis, très rapidement, j'ai repris goût, en fait, au sport, à retourner sur les terrains. Et ça a été ça, mon entourage. Et après, très rapidement, j'ai pris des postes plus élevés. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur. Le basket, ça t'a pas lâché? Parce que si je dis pas de bêtises, entre autres activités associatives dans le basket, tu es présidente d'une association carrément de basket. Alors, je suis secrétaire générale. J'étais présidente avant. Justement, j'ai succédé à Guy, qui est décédé aujourd'hui. Et j'étais présidente, maintenant je suis devenue secrétaire générale d'un club qui s'appelle le Basket Paris 14 et je suis membre dirigeante de Ladies and Basketball qui n'est pas une association de basket, mais on utilise le basket comme un levier socio-éducatif pour les filles et les femmes de quartiers prioritaires de la ville.
Et ça a joué quel rôle justement pour toi psychologiquement le sport? Est-ce que peut-être tu peux utiliser le terme échappatoire? Ah ouais, complet. C'est un havre de paix. Je me sens bien sur les terrains, mais comme dans plusieurs sports d'ailleurs. Mais c'est un échappatoire parce que on part du même constat. Alors effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes dernières paires de baskets, etc. Mais on est quand même finalement mis à nu. Il faut que tu capitalises sur tes ressources pour y arriver. Et en principe, le basket est un sport qui est ultra bienveillant. C'est un sport d'équipe. Tu peux pas ridiculiser une personne de ton équipe parce que ça peut avoir un impact sur toi. Après, ça arrive, hein. Et à n'importe quel âge, hein. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais vraiment, ouais, ça a été plus qu'un échappatoire, d'être toute petite. Déjà, ça éduque au vivre ensemble, Ouais, je pense, vraiment. le collectif, c'est plein de Ouais. valeurs vraiment humaines, hein. Le Ouais. sport, c'est hyper Comme important. en quartier, en fait. Ouais, complètement. Tout à l'heure, tu parlais d'estime de toi-même, de la rehausser. Alors ça, évidemment, c'est le meilleur chemin qu'on puisse souhaiter aux personnes et aux femmes, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, il y a une femme sur deux qui a le syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup de choses à dire, on en parlait un petit peu en off. Ce chiffre, c'est une étude de BPI France. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimerais que tu es plutôt peur ou plutôt audace dans la vie de tous les jours? Non, audace, tous les jours. Tous les jours, mais l'audace, ça fait peur. C'est ça le truc. Oh, c'est fort ça. Mais bien sûr, l'audace, ça fait peur. Tu dois prendre toute ton âme, tous tes organes pour essayer de faire quelque chose où tu peux te prendre une grosse claque. Mais c'est là où le jeu commence en fait. Parfois l'audace, tu la prépares, mais souvent tu la prépares pas. Moi, la première audience que j'ai eue, sans faire de jeu de mots avec audace, je me suis perdue dans le tribunal. Ouais. Donc j'ai raté mon audience. Et donc je me suis fait condamner. Mon client, je le connaissais un petit peu, il fallait lui dire que je m'étais perdue. Il va me dire, t'es avocate, tu te perds dans un tribunal, comment ça se fait? L'avocate adverse, je l'appelle, elle me répond pas. Elle me dit, si vous ne trouvez même pas la salle d'audience, comment voulez-vous faire pour plaider correctement? Ouais, c'est la guerre, quoi. Ouais, c'est la guerre. Et là, l'audace, ça ne prévient pas. Et donc, c'est là où tu te dis, soit tu rebondis, soit tu te laisses ensevelir et tu t'en sors pas, quoi. Et qu'est-ce qui fait que toi, justement, aujourd'hui, malgré toute cette pression familiale que tu as eue, et puis on pourrait parler longtemps aussi du racisme que tu as vécu, hein, ça c'est prévu, hein, parce que c'est important d'en parler parce que tu as quand même entendu des choses qui sont très très violentes. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, le syndrome de l'imposteur, t'arrives vraiment soit à le laisser de côté, soit à le dépasser pour te dire je suis à ma place, j'y vais, parce que c'est vraiment pas facile pour tout le monde, Oui. quoi. Parce que tu grandis avec ça, en fait. Quand tu viens de quartier, on te met déjà sur le côté. Et donc, je pense des tout petits, que ce soit par l'éducation ou l'endroit où tu te trouves, t'as juste pas le choix. Et donc, tu grandis avec ce syndrome de l'imposteur qui est en toi, mais tu dois le surpasser pour pouvoir prendre ta place. Ça commence dès l'école maternelle, dans la cour de récré. Quand t'es noir ou que tu corresponds pas aux standards, je pense beaucoup aux petites filles qui sont peut-être plus pulpeuses que d'autres, si on veut parler de pulpeuses, et elles sont mises à l'écart. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Soit elles se mettent en dessous du préau où elles pleurent, soit par d'autres moyens, elles essayent de prendre leur place. Ça passe par l'humour, ça passe par la franchise, ça passe par plein de trucs. Et en fait, quand tu arrives dans le monde du travail, t'es plus que armé, sauf que tu ne le sais pas encore. Moi, tout ça, je l'ai vécu dès toute petite, donc finalement, je savais que j'étais béton armé, très jeune. Ah, mais c'est ça, depuis toute petite, t'as entendu plein de phrases. Je pense notamment dans une interview précédente qu'on a fait ensemble. C'est quand même fou, tu m'avais dit qu'il y avait des enfants qui te disaient que, en fait, comment ça se fait que t'es noir et que t'as l'intérieur des mains qui est blanche. Donc c'est une forme de racisme qui ressort, mais des enfants, on te disait que si t'étais pas blonde et que t'avais pas les cheveux longs, tu réussirais pas dans la vie. Mais la viole, t'avais quel âge quand t'as entendu ça déjà? Alors pour les mains, j'avais 4 ans. Et après, blond, pas blond, etc., c'était au CP. Et en fait, le contre-coup, c'est de devenir délégué de classe pour montrer que tu peux y arriver et que tu détestes l'injustice. C'est des choses comme ça, mais tellement de choses. Moi, on m'a demandé très jeune aussi, quand j'avais 4 ans, ou allez, peut-être 5 ans, c'était en grande section de maternelle. C'est marrant que tu saches déjà lire. Tu parles si bien français, tes parents, ils sont ambassadeurs, tes parents, ils travaillent au Conseil de l'Europe, parce que Strasbourg, quoi. Et ma mère me disait, si on te pose cette question-là, tu répondras que je t'ai trouvé dans la poubelle. Je comprenais pas que c'était pour faire un coup de nez, mais en tout cas, c'était ça.
On en parle parce que c'est un sujet qui est vraiment central dans le monde du travail. C'est les discriminations sur l'apparence. Oui. Et encore une fois, ça concerne tout le monde, entrepreneurs, salariés, malheureusement, et même dans la vie. C'est un sujet que j'abordais avec Youssef Badr avant toi, qui a eu vraiment la même problématique, qui est magistrat au tribunal de Bobigny, qui a été discriminé sur son apparence. On l'a pris pour un prévenu à son premier jour de stage. Toi, je sais que c'est quelque chose que tu as vécu aussi. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là? Alors, Youssef a grandi en Île-de-France. À Cergy, donc dans un terrain où il y avait déjà plus de diversité, même si on a quelques années d'écart. Moi, j'ai été la seule fille noire, école, collège, on était 2, lycée, on était 2. Et donc, très jeune, j'ai eu beaucoup de racisme, donc j'ai appris à gérer le racisme. La mère d'un ami, la première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit « J'adore votre déguisement, mais vous ne mettez pas sur mon canapé blanc. » Parce qu'elle pensait que c'était un déguisement. Ouais. Wow. Et je lui ai dit « Vous inquiétez pas, rendez-vous 10h demain matin, je me jette dans la piscine. Elle va être toute noire. » Donc je me suis vraiment jetée dans la piscine, elle a dit « Oh, je savais pas. » Et pour s'excuser, elle m'a acheté une petite poupée avec le N-word, je vais pas le dire en entier, avec qu'elle a appelé Fatoumata et elle a mis un bébé dans le dos. C'est pas possible, ça existe des gens comme ça. Ça existe, et ça c'est dans le monde personnel. Wow. Et dans le monde professionnel, ça arrive assez souvent. Hein, alors qu'on me prenne pour une prévenue, oui, c'est déjà arrivé. Qu'on me prenne pour la personne qui fait le nettoyage aussi. Assistante, j'ai joué ma propre assistante. Et donc en fait, quand tu vois que pour eux, en plus, c'est tellement bienveillant, ils se rendent même pas compte de la bêtise qu'ils disent. Je me suis dit qu'il fallait apprendre à éduquer ces personnes. Et de s'énerver, ça va juste nourrir les clichés qu'ils ont sur les Noirs. Donc, juste de jouer un rôle et leur dire juste à la fin qu'ils se trompent. Par exemple, l'histoire de l'assistante où on cherche Maître Tapili. Donc moi, je vais faire le café, je vais faire les photocopies, je leur demande de l'eau. Et je reviens dans mon bureau et je fais le tour en disant « Bonjour, Maître Tapili, enchanté. » Là, moi, c'est jouissif. Lui, il a son sang qui est glacé. Et donc ça, il s'en souviendra toute sa vie. Et je pense que c'est beaucoup plus salutaire de réagir comme ça. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, t'as des hauts le cœur, t'as un peu tachycardie quand même. Et tu te dis, on est où, en fait? Mais voilà. Mais pas mal la stratégie, parce que mine de rien, ça leur fait un électrochoc. Mais ça les fait réfléchir. Travail, le truc, je pars, je reviens, je suis la même personne. Réfléchis. Mais c'est implicite. Moi, je te pose cette question parce que justement, dans le monde du travail, les compétences ne passent pas toujours avant l'apparence. Donc, je vais vraiment te poser la même qu'à Youssef, la même. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes, des gens qui nous écoutent et qui se sentent discriminés sur la peau, l'origine, les tatouages, le voile, la liste, elle est interminable, la situation de handicap, tout, et qui se disent en fait, à cause de mon identité, j'ai des portes fermées et je ne sais pas quoi faire parce que j'ai fait soit des études, soit j'ai des compétences, mais j'ai pas accès à certains univers auxquels je voudrais avoir accès et je n'y peux rien. Ouais. Alors, 2 choses. La première, et c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est d'entreprendre. Parce qu'au moins, tu sais avec qui tu bosses et tu sais le risque que tu prends. Même si la personne ne se voit pas être entrepreneur, parfois, c'est un passage obligatoire. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis mise à entreprendre parce qu'en fait, plus personne ne voulait de moi dans les cabinets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, même si c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre, je pense, c'est de se rapprocher de ses propres communautés pour faire bouger les choses. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les gens de notre propre communauté ne nous aident pas non plus. Et ça, c'est-à-dire c'est-à-dire que moi, par exemple, il y a quelques mois, quand j'étais au tribunal judiciaire, Porte de Clichy, juste à côté, une personne du tribunal pensait que j'étais pas forcément avocate, mais qu'on pouvait se poser la question de si j'étais une pickpocket. Je sais pas si t'étais quoi? Une pickpocket, je répète. Mais non. Mais si. Non, mais tu sais, il y avait en début d'année. C'est lunaire. Début d'année, il y a eu des personnes, des femmes qui se faisaient passer pour les avocates et qui allaient fouiller dans les sacs de nos confrères. Elles disaient oui, vous inquiétez pas, allez plaider, etc. Et en fait, pendant que mes confrères plaidaient, il y avait, elles faisaient les sacs. Et donc, moi, je vais au service d'accueil unique du justiciable et je suis en robe. Et la personne en face de moi, elle me demande ma carte. Et je fais, je suis en robe. Pourquoi vous me demandez ma carte? Vous l'avez demandé à personne. Oui, mais parce qu'on ne sait pas, il y a eu l'affaire des pickpockets il y a quelques semaines, etc. La personne qui m'a parlé, je pense qu'elle avait moins de 25 ans et elle était noire. Noire sûre. Là, on ne sait pas chez les Noirs vraiment, mais je pense qu'elle avait moins de 25 ans. Et donc, déjà, c'est par rapport à notre propre communauté, je pense. Alors, c'est pas une généralité, mais ça existe. Et donc, je pense que pour les jeunes qui cherchent du travail, c'est aussi de se rapprocher de ses propres communautés pour avoir des passes D
entre nous. Alors, communauté, ça veut tout dire et rien dire. Soit c'est par couleur, effectivement, ça peut être aussi par genre, mais ça peut être aussi par le réseau, en fait, tout simplement. Je pense que ça, c'est très important aujourd'hui. C'est hyper intéressant, vraiment tout, hein, bien sûr, mais le début, ta première réponse, ça a été entreprendre. Pourquoi tu penses qu'entreprendre, c'est pour contrecarrer les discriminations liées à l'apparence dans le monde du travail? C'est pour casser les codes, parce que l'entrepreneuriat, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, déjà ici, le QG, je pense que c'est le meilleur endroit pour avoir des personnes qui nous ressemblent. Dans le monde du travail, dans le monde du salariat, c'est pas forcément des gens de quartier. Donc comment veux-tu rentrer dans le monde du salariat si les personnes qui te recrutent ne te ressemblent pas? Alors que dans l'entrepreneuriat, ça existe, et je pense que le vivre ensemble, ça fait bouger les choses, et l'entrepreneuriat, c'est un des exemples les plus concrets. Toi, aujourd'hui, c'est une évidence du coup pour toi d'être entrepreneur. Oui. Parce que tu as eu les deux, hein. Tu as été salarié, ça a été catastrophique. Aujourd'hui, justement, voilà, tu as pu comparer en termes de discrimination, en termes de traitement, etc. Quel bilan tu fais? Ah bah moi, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de regret à avoir dans la vie. Je suis contente de le faire aujourd'hui. Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait. Parce que en fait, quand tu es plus jeune, tes parents, et je pense que ça, c'est beaucoup pour les parents qui viennent des pays d'origine, ils disent qu'il faut avoir un métier stable, il faut avoir des revenus stables, parce que si on n'a pas des revenus stables, on repart dans notre pays d'origine. À l'époque des élections de Jean-Marie Le Pen, ma mère, elle se disait, on va tous retourner au Mali, on n'a pas de papier français, elle n'avait pas de boulot stable à l'époque, donc il faut être salarié. Et donc c'est pour ça aussi, je pense que les enfants se disent, il faut faire de longues études et avoir un poste prestigieux où tous les mois, tu as des retombées d'argent. Aujourd'hui, il y a quand même une grande différence, surtout depuis le Covid, je pense, où tu peux travailler d'où tu veux, et donc tu as moins de ce problème d'apparence, et tu peux très bien être entrepreneur tout en étant dans un cadre du travail et dans une espèce de salariat déguisé, mais surtout avec des gens qui te ressemblent et qui ont des valeurs qui sont les nôtres. Il y a beaucoup plus cette idée de soft skills, donc la bienveillance, la solidarité, choses qui ne sont pas suffisamment mises, à mon sens, en avant dans le monde du salariat. Complètement, bien sûr. Et pourtant, ça devrait être la base, les soft skills dans le monde du travail. C'est faire passer le potentiel et le savoir-être avant tout. Mais effectivement, on avance vers une sorte d'égalité des chances dans l'entrepreneuriat. Toi, aujourd'hui, si tu devais faire une grande rétrospective de tout ton parcours, vraiment, tu dirais peut-être une anecdote où tu t'es dit, là, je crée ma chance, là, c'est le moment où il y a un déclic qui se passe. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose que tu as vu à la télé, une discussion que tu as eue avec quelqu'un. Est-ce que tu arrives à identifier ce moment qui a tout changé pour toi? Il y en a eu deux. Le premier, c'est quand j'arrive à Paris en 2013, je rate le barreau, je ne l'ai pas eu la première fois. Et je suis tellement stressée que je rate la dernière date d'inscription pour repasser le barreau. Et la personne de l'administration, elle m'a dit... Pardon. T'inquiète. La personne du barreau m'a dit venez, on va quand même vous inscrire. Okay. Et je suis hors délai. J'arrive à Paris avec un emprunt de 25 000 €. J'ai toujours pas trouvé d'appart parce que... sujet de discrimination, sujet de caution que mes parents n'avaient pas, etc. Parce que Paris. Oui, parce que Paris, tout simplement aussi. Et donc, elle me laisse ma chance de m'inscrire. Ça, c'est la première chose. Et là, je me suis dit, je n'aurai jamais cette chance deux fois. La deuxième, c'est pendant le Covid, mon ancien cabinet coule avec le Covid. Je n'ai pas d'activité partielle parce que je ne suis pas salariée. Et je n'ai pas l'aide de la région Île-de-France parce que je ne suis pas gérant de boîte. Je suis auto-entrepreneur. Et dans un entre-deux. Ouais, un entre-deux. Et là, ma boss me dit, il faut qu'on ferme le cabinet. Je ne peux pas te payer les 3 derniers mois. Et donc, je traverse Paris en pleurant comme pas possible. Et je rencontre un acteur qui me dit... non, mais soyez actrice, vous jouez trop bien la comédie. J'ai fait, non, mais là, je pleure vraiment, monsieur, en fait. Et donc, je discute avec lui. C'est lunaire. C'était trop lunaire. Et je me suis dit, mais j'adore mon métier, en fait, il faut que je le fasse, mais comme j'ai envie de le faire. Et justement, sans parler beaucoup de Youssef, on ne s'est pas croisés aujourd'hui, mais ça a été le premier procureur que j'ai eu de toute ma carrière. Mais non, je savais pas. Oui, je lui ai dit, et j'étais en PLS quand j'ai plaidé devant lui. Et contre, du coup, parce que je représentais un prévenu. Mais non. Et si j'avais pas retrouvé le dernier cabinet avant d'entreprendre, je serais devenue juge parce que justement, c'est la première personne que j'ai vue où j'ai eu autant d'admiration et je me suis dit qu'il faut que les choses changent. Et il a eu tellement de courage d'aller dans cette profession. Ouais. Et si j'avais pas vu cet acteur-là, j'aurais pas continué dans l'avocature et je serais pas entrepreneur aujourd'hui. Donc c'est vraiment les deux éléments de ma vie qui ont été très, très, très importants.
C'est beau, au final, c'est des rencontres et puis des petites mains qu'on te tend. Ouais. Et tu vois, cette personne qui a accepté ton inscription, Ouais. elle a finalement changé ta vie et peut-être Complet. que pour elle, c'était pas grand-chose. Je jure. Mais et tu vois, aujourd'hui, des années après, tu m'en parles. Ouais. C'est plein de petites actions qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Toi, aujourd'hui, Makadia, tu es ce qu'on appelle transfuge de classe. Ouais. C'est-à-dire que tu es passé d'une classe sociale à une autre parce que tu es issu des quartiers. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que dans l'univers dans lequel tu évolues, que tu côtoies, assez institutionnel, etc., toutes ces sphères-là, tu te sens à ta place ou est-ce que, cas typique de beaucoup de personnes transfuges de classe, tu te sens étrangère dans ce monde? Non, je me sens entièrement à ma place. Et c'est surtout aujourd'hui, si ça plaît pas aux gens comme je suis, ben tant pis en fait. Et pendant très longtemps, en fait, vu que j'ai tout fait à l'envers, j'ai tout fait pour être à la place des autres que je considérais comme riches quand j'étais plus jeune, je sais comment ça fonctionne et je sais m'adapter. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fière d'être issue de quartier. Alors, certains diront que c'est facile. Aujourd'hui, je suis avocate, j'ai réussi, donc c'est très facile de faire ça. Mais non, en fait, j'ai envie d'être un exemple pour la relève, pour qu'ils n'aient pas peur et qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Et quand j'étais plus jeune, j'aurais bien voulu. Ça veut rien dire cette phrase. T'inquiète, on Ouais. se comprend. Oh là J'aurais là. bien voulu avoir des personnes, alors pas forcément comme moi, pas des personnes cadiatesques, comme je dis, mais J'adore. juste Des représentations, des rôles modèles. Ouais. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que je fais ça et je fais justement exprès d'aller dans ces endroits institutionnels, pas pour faire la sauvage de service et dire qu'il faut que tout change, mais juste d'être engagé et de se dire que c'est possible pour tout le monde. Bien sûr, mais la transmission Oui. ultra important. Pour revenir sur la petite Kadiatou, est-ce que justement tout ce dont on parle depuis le début, l'audace, la transmission vraiment de résilience, tout ce côté mindset, tu estimes que l'école te l'a apporté? Non. Voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Et je trouve ça trop dommage. Il faudrait de plus en plus de cours un peu qui tournent autour de la psychologie, je pense, de la santé mentale, de tout ce qui va être compétences qui ne sont pas attendues à l'école. Je sais qu'à l'école, moi, à mon époque, mais à la tienne aussi, il n'y avait que des notes. Les notes, ça veut rien dire. Il y a des personnes qui s'estiment être intelligentes parce qu'elles sont diplômées. Moi, je connais pas d'avocats qui sont nuls. Mais c'est juste qu'en fait, dans leur tête, ils ont appris ils ont confiance en eux parce qu'ils ont été dans des endroits où on leur a toujours donné confiance. Ils ont toujours été mis en avant. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Et donc, à l'école, il faudrait plein de matières qui ressemblent à celle-ci. Et à commencer par le sport, en plus, je pense. Parce que le sport, c'est pas non plus qu'un niveau de musculation, un niveau de vitesse ou un niveau de compétition. C'est aussi toute la bienveillance, la solidarité et l'esprit d'équipe qui entoure ce sport. Complètement. Non, mais c'est essentiel aussi, juste comme exutoire. Ouais. Parce que la vie, Bien sûr. la vie, elle est compliquée. Toi, un grand terme qui est très, très, très galvaudé, la résilience. Ouais. La résilience. Est-ce que pour toi, c'est encore un mot qui a du sens? Non. D'accord. Dans ton parcours, en tout cas, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de résilient et pourquoi? Alors, je suis en train de faire n'importe quoi avec mon T'enlèves badge. ton badge, allez, allons-y. Ouais, voilà, allez, C'est parti. salut. Non, pardon, Ça- les badges ça te sont prend. très bien. Ça me C'est prend. pris, c'est pris dans tes cheveux. Ouais, ce sont encore des Tu faux es cheveux en relié plus. à BPI France Cadia, c'est À un vie. signe. Voilà, mais je ne reviendrai T'es pas relié à dans le Big Media. salariat. Et à Big Media, oui, sans problème. Non, mais du coup, la résilience, moi, on m'a dit, quand je suis arrivée dans mon dernier cabinet, t'es quelqu'un de très résilient. Je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est un terme qui est beaucoup trop En galvaudé. fait, c'est le sens de jamais rien lâcher. Mais c'est vrai Oui, que maintenant, mais- on l'emploie à tort Mais c'est ça. et à travers. C'est ça, je vois même dans l'horoscope. Tu seras résiliente Ouais, non, mais aujourd'hui. Enfin bon, j'ai rien contre les signes astrologiques, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, juste de savoir dire non, c'est être résilient, mais je pense que c'est des choses qui existaient déjà par le passé. C'est comme le transfuge de classe, il y en a plein. C'est plein de termes qu'on utilise juste pour mettre des étiquettes aux gens. Juste laissons les gens être comme ce qu'ils ont envie d'être et de se planter quand il faut se planter, de réussir, d'accepter la réussite aussi. Et la résilience, si tu veux utiliser le terme, fais-le. Hein, tu es libre de t'exprimer comme tu veux, mais moi... Ah, c'est intéressant. Donc pour toi, au final, c'est l'action avant les mots. En Ouais, fait, c'est ça. C'est ça qui compte. Hein. Ah oui, et bon, je vais pas parler de politique ici, mais je préfère qu'on fasse et qu'on dise éventuellement après ou qu'on récupère les erreurs après. Je pense que c'est mieux de se tromper et d'avancer malgré les erreurs qui ont été faites que juste parler et ne rien faire. Ça, c'est hyper intéressant. C'est une clé. L'échec, parfois, c'est une fatalité pour les personnes qui entreprennent ou les personnes Ouais. en général. Et du coup, tu peux vite abandonner quand quelque chose ne se passe pas comme tu veux ou pas assez vite. C'est quoi ta vision de l'échec à toi? Alors l'échec, c'est dur, tu souffres, mais il faut prendre l'échec comme une chance pour repartir.
Moi, j'ai redoublé ma seconde et mon directeur de lycée me disait, mais redoubler, c'est sûr que tu quittes tes amis, tu n'es plus avec eux, mais c'est aussi une chance de reprendre les bases et de savoir ce que tu veux vraiment faire. Et autant en seconde, j'avais pas compris, autant quand j'ai raté mon barreau, je me suis dit, c'est la meilleure chance que j'ai eue de le rater et donc de rebondir cet échec. Hyper inspirant, à ton image finalement. Oui. Merci pour tout ce que tu incarnes, merci pour toi, tout ce que merci pour tout ce que tu fais. Une star en non, fait. C'est toi la star non, et merci toi. de prendre tout ce temps pour parler vrai, parler français comme on dit. Il y a beaucoup de médias qui le font pas sans faire de la comparaison, etc. Mais beaucoup de parlotte sans action. Oui, de ouf, mais moi je le fais avec des personnes qui sont comme toi, qui sont authentiques et du coup c'est ce qui fait vivre aussi des médias. Et, merci d'être toi, merci de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir assisté aussi et à très vite sur Big Media. À bientôt.